Tout d'abord, nous tenons à remercier les organisateurs de cette journée d'études de nous avoir invités pour parler donc, du PVC dans l'architecture à travers le prisme de l'histoire, puisqu'on va jeter un coup de projecteur sur ce matériau dans les 50 dernières années, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Le titre est un petit peu polémique. Quand on parle de vertus cachées en architecture, on se méfie un peu du PVC, et surtout quand on est architecte des bâtiments de France, vous verrez dans la conclusion finalement de quoi il retourne. Tout d'abord, les sources qui ont été utilisées pour réaliser cette communication se composent principalement d'ouvrages et de revues techniques comme les annales de l'Institut technique du bâtiment et des travaux publics, merveilleusement illustrées ici à votre gauche en couverture, de revues d'architecture et de construction parues entre 1945 et 1980. Et enfin, la seconde partie de notre intervention reposera sur une série de travaux, voilà, des travaux réalisés au sein du séminaire Les produits de la croissance que j'ai le plaisir d'animer depuis 2009 à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille et avec ma collègue Catherine Blin depuis 2015. Alors, dans ce séminaire, on s'intéresse à tout un tas de choses. On fait des recherches sur les produits verriers, avec notamment les archives de Saint-Gobain, sur l'aluminium, avec l'Institut pour l'histoire de l'aluminium. Et puis, depuis quelques temps, on s'intéresse beaucoup aussi au plastique et on a eu plusieurs fois des discussions avec Sylvie Ramel et Gilles Baraban à ce sujet. Dans son ouvrage Plastic Studies, paru en 1960 aux Oxford University Press et traduit en français 4 ans plus tard, Arnold Alcott insiste, je cite, sur les possibilités d'adaptation du PVC, sa résistance et sa solidité, qui en font une des matières les plus utiles de toute la gamme actuelle des plastiques. Fin de citation. Dans ma première partie, je vais mettre l'accent sur cette dimension utilitaire appliquée au monde du bâtiment. Le PVC résiste. C'est pourquoi nous le trouvons très tôt fabriqué par extrusion dans les conduites d'eau, quelles qu'elles soient. Déjà en 1949, dans l'ouvrage collectif intitulé « L'extension des matières plastiques dans le bâtiment », l'ingénieur chimiste Jean Delorme souligne l'intérêt, je cite, de voir se développer l'emploi des conduites d'immeubles, au moins, en chlorure de polyvinyle rigide, non plastifié. Cette application, précise-t-il, avait été réalisée en Allemagne dès avant 1939, avec l'autre intention d'économiser des tonnages appréciables de métaux non ferreux. En outre, de telles installations sont très légères. Ces tuyaux peuvent se courber à chaud, se souder par soudure autogène avec baguettes d'apport en chlorure de polyvinyle au chalumeau à air chaud. Enfin, il ajoute, des siphons d'évier et de lavabo peuvent aussi être exécutés en chlorure de polyvinyle. Fin de citation. Finalement, les tuyaux en PVC courbés à chaud ouvrent une ère nouvelle dans l'histoire du bâtiment et qui prospérera encore avec l'arrivée des merveilleux systèmes d'emboîtement et de clipsage permettant d'évacuer les eaux pluviales. Grâce au PVC, on ne soude plus, désormais, on clipse, comme le montre cette publicité de chez Nikon. Alors, je ne suis pas représentant de chez Nikon, mais j'ai choisi une autre image encore, toujours dans le registre des fluides et de l'air en particulier, pour montrer donc des grilles de ventilation en PVC qui accompagnent également l'introduction d'une ventilation rationnelle du bâtiment qui sera supervisée par les organismes de contrôle de l'époque. Dans le champ de l'électricité, on en a un peu parlé tout à l'heure avec Gilles, les applications seront elles aussi considérables, la résistance du PVC étant mise à profit pour protéger les câbles d'alimentation en pouvant être multicolores, ce qui facilite le raccordement et les réparations. Le PVC donne sa couleur à la phase, au neutre, à la terre, avant de les enrober dans des gaines qui leur feront traverser les milieux les plus hostiles. Sur cette image, un peu plus tardive, extraite du catalogue de la maison Legrand en 1975, on retrouve ces câbles de couleur qui convergent vers un accessoire de repérage comportant, je cite, un porte-repère en PVC auto-extinguible résistant aux agents atmosphériques, aux solvants acides et alcalins. Température d'utilisation de moins 50 à plus 100 degrés Celsius. Fin de citation. Les applications dans le monde des appareils d'éclairage seront plus timides. J'ai trouvé toutefois dans la revue Mazda Contact
Un cas tout à fait intéressant que vous avez sous les yeux, ici le plafond lumineux Mazdalum avec ses vasques en PVC lancé sur le marché des luminaires en 1964 qui offrait alors une belle continuité lumineuse dans les pièces qui étaient équipées de ce dispositif. La couleur que j'ai rapidement évoquée avec les câbles électriques jouera un rôle particulier au niveau des revêtements de sol et muraux obtenus par calendrage et qui constitueront, avec la plomberie, l'autre grand succès des PVC dans le bâtiment dès l'après-guerre. Avant que Benjamin Delaunay ne revienne sur les qualités décoratives de ces éléments, je voudrais signaler l'importance de ce marché qui absorbe en 1970 près de 40 000 tonnes de PVC, un PVC qui est combiné avec d'autres matières pour écrire une page importante de ce qu'on appelle l'histoire des composants multicouches en s'adaptant avec opportunisme au nouveau classement UPEC, mis en place en 1959 par le CSTB. Le classement UPEC, c'est un classement qui teste l'usure, le poinçonnement, la résistance à l'étanchéité et aux agents chimiques auxquels seraient exposés les différents produits concernés. Alors, par leur technicité, ces nouveaux produits répondent alors à des exigences très spécifiques. J'ai pris cet exemple ici, c'est le produit Plastilon de chez Penel et Flippo. J'ai même apporté un échantillon que vous voyez dans la salle ici, qui provient en fait d'un disque micro-sillon publicitaire qui était recouvert par du Plastilon. Et on s'aperçoit bien effectivement de quoi est formé ce multicouche. Je vais l'approcher de la caméra, peut-être qu'on peut le voir. Voilà. Et j'ai enlevé le disque micro-sillon, ce qui peut me permettre aussi de tordre l'emballage sans casser mon disque. Donc je pourrais le soumettre à l'analyse si vous le souhaitez. Un disque en vinyle, bien sûr. Ouais. En marge de ces considérations programmatiques, il faut préciser que ces revêtements de sol se sont d'abord imposés comme des produits de substitution, résistant mieux à l'usure que les matériaux classiques, tout en reproduisant leur aspect. Dans le numéro 14 de la revue Urbat 3, publié en février 1972, le critique d'art et d'architecture Marc Gaillard consacre un dossier spécial, je cite, aux matériaux de revêtement sol et mur, où il fustige les décors peu variés des premiers dallages en plastique, dont le jeu des carrés noirs et blancs, les marbrures plus ou moins heureuses, leur avait établi une image assez peu favorable, héritée en partie des linoléums de la génération précédente. Marc Gaillard reste également très réservé quant aux applications nouvelles offertes au début des années 1970 par la sérigraphie, qui risquent d'amener, je cite, certains fabricants à vouloir imiter avec les plastiques, solutions de facilité et de mauvais goût, d'autres matériaux comme le marbre, les terres cuites, les bois, etc. Enfin, l'auteur va jusqu'à dénoncer le phénomène, comme je cite, une forme de perversion mentale, une démarche intellectuelle aberrante, mais fréquente. Fin de citation. Alors, parallèlement aux composants multicouches, les PVC s'imposeront brillamment dans la grande famille des profilés, qui jouera un rôle déterminant dans l'évolution de l'architecture des années 1970-1980. Ce sont eux qui écriront l'incroyable épopée des fenêtres et volets roulants en PVC, qui commence juste avant la Seconde Guerre mondiale, comme par exemple ici à gauche, avec ce brevet délivré en 1939 à la Bayerische Flugzeugwerke Regensburg, pour une fenêtre en aluminium dont les feuillures, le numéro 6 sur le dessin, je peux le montrer avec le petit curseur, ça se situe là, sont en chlorure de polyvinyle. À droite, à l'image, la société Saint-Gobain utilise quant à elle un profilé spécifique en PVC pour la pose de ces doubles vitrages. On est ici en 1950. Alors, ces premiers profilés encore coûteux trouveront un vaste champ d'application dans le domaine des jalousies et des volets roulants, comme le montre ici le brevet déposé à la fin des années 1950 par la société Périchoux-Malan, présenté en 1965 dans la revue du second œuvre, ou bien encore le modèle Colorado à votre droite de la société FMB Vendôme. Les exemples abondent en la matière. Au même moment, les brevets de fenêtres et de portes en PVC se multiplient aussi pour aboutir à des dispositifs extrêmement sophistiqués, de véritables petites machines de guerre, qui s'imposeront sur le marché de la menuiserie industrielle des années 1970-1980. Moins cher que le bois, moins cher que l'aluminium,
facile d'entretien et bien sûr pourvu de propriétés isolantes capables de répondre aux nouvelles exigences énergétiques, ces profilés assemblés par soudure par rapprochement connaîtront un succès phénoménal. Enfin, et comme pour les revêtements de sol multicouches, la menuiserie s'illustrera comme un domaine propice au développement de systèmes composites, PVC aluminium ou PVC bois, comme vous pouvez le voir en bas à droite de l'image. Alors, après ces premières considérations parfois un peu triviales, puisque je vous ai raconté une histoire de tuyaux dans l'architecture, je vais passer la parole maintenant à Benjamin Delaunay, qui insistera davantage sur les problématiques architecturales en montrant comment les PVC ont aussi contribué à la production d'ambiance et de cadre de vie. Alors, merci. Oui, on va faire une approche un peu plus architecturale et qui ne concerne moins les composants en tant que tels. Donc, que ce soit pour le PVC ou tout type de plastique, d'ailleurs, les applications sont très variées. À l'instar des matériaux dits nobles, comme la brique, la pierre ou le bois, par exemple, il est possible d'utiliser le plastique comme élément extérieur et intérieur. Une des différences fondamentales est la diversité des caractéristiques qui permettent des formes nouvelles et des usages bien plus nombreux. Finalement, on peut dire de manière synthétique que le plastique, et notamment beaucoup de produits en PVC, sont capables à eux seuls de construire un habitat et de répondre aux usages attendus. Bien que le PVC ne soit que très peu utilisé comme matériau de structure à proprement parler, il est néanmoins un atout pour les réponses techniques de couverture, par ses facilités d'usinage, donc plaques à ondes variées, rouleaux, ses facilités de transport, de maniement et d'étanchement. Il est proposé comme un matériau de substitution au verre, efficace et économique, limitant ainsi les structures secondaires, les découpes et les joints. En plus de ces qualités qui lui sont propres, le PVC en plaque peut aussi apporter une esthétique spécifique par l'aspect même de la matière, mais également grâce à la possibilité de teinter le matériau dans sa masse et de proposer des agencements colorimétriques, aussi bien pour le rendu extérieur que pour les ambiances internes. Donc voilà deux publicités de l'entreprise Solvay du début des années 60. On voit vraiment la facilité de mise en œuvre sur la première publicité avec le plastique, la plaque de plastique courbe et un début d'agencement colorimétrique avec la passation, on va dire, du transparent au transparent coloré sur cette toiture à ossature métallique. Alors, utilisé comme réponse technique, le PVC est aussi employé comme une solution formelle. En effet, grâce à la facilité de moulage et aux différents types de produits, donc sans compter en plus dans chaque produit la variation des gammes, des ondes, de l'opacité ou encore de la couleur, le PVC répond à une multitude de demandes et d'usages qui lui permettent d'être rapidement présent dans les constructions ayant une intention architecturale spécifique. À l'image du béton, qui a permis de se libérer des formes classiques, le PVC peut servir les volontés formelles innovantes. Mais ce matériau est aussi un moyen de proposer, comme le disait Eric, par substitution, une nouvelle manière de concevoir. En effet, les gammes et coloris apportent une nouveauté qui était difficilement possible par le verre. On le voit par exemple ici, avec les deux nouvelles publicités de l'entreprise Solvay, où l'usage du PVC pour la loggia et les couleurs acidulées amène à de nouvelles ambiances architecturales. Solvay portera d'ailleurs plus loin les nouvelles aspirations liées au PVC, puisque l'entreprise construira pour son pavillon d'exposition à la Foire de Paris de 1965 une maison entièrement réalisée en PVC. Les parements et couvertures ne sont pas les seuls éléments en PVC à occuper les façades. On retrouve également les systèmes d'occultation, comme les volets ou les jalousies accordéons. Ici, il n'est plus réellement question de mettre en avant un usage esthétique, mais plutôt de proposer un produit capable de réguler l'intimité et l'éclairage naturel, tout en facilitant son accès au foyer et à son entretien. Ce sont ces caractéristiques qui sont mises en avant dans les publicités, comme on peut le voir avec Arban. Les jalousies sont inaltérables et elles n'ont besoin d'aucun entretien. Ce produit, commercialisé dès la fin des années 50, serait donc à la fois une solution d'usage, mais aussi économique, et qui ne nécessite aucun suivi de la part des habitants. Une nouvelle esthétique apparaît donc dans les années 1960 et le composant ne se veut pas un matériau de remplacement, mais bien une réponse nouvelle aux besoins de l'habitat. Mais cela ne s'arrête pas là. Les caractéristiques des plastiques font qu'ils vont pouvoir être utilisés, et ce sera même conseillé, dans la construction des intérieurs, du sol au plafond, en passant par les objets techniques du quotidien. En effet, le PVC s'invite également dans les intérieurs pour des raisons très diverses, économie, polyvalence, pérennité, décor, etc.
Le système des jalousies Arban se développe alors comme cloison amovible dans les édifices. Il propose à la fois de simplifier la manière de créer des rangements, mais son principal atout est lié à la modularité des espaces intérieurs. Cette simple cloison permet de séparer ou d'agrandir les pièces, d'apporter de l'intimité, mais participe également à la décoration. La seconde publicité, qu'on avait vue avant, je retourne un petit peu en arrière, en fait d'ailleurs l'éloge par son slogan « élégante de grand standing ». Le PVC ne sera alors plus une matière de remplacement, mais bien capable de concurrencer les matériaux nobles dans ce qui fait la richesse décorative des logements et des bureaux. Ce sont des qualités que Modern Fold a bien compris et qui seront largement mises en avant dans les publicités et les plaquettes de composants des cloisons amovibles. Comme on peut le voir sur cette slide, les portes coulissantes font gagner de l'espace, sont propices à un meilleur aménagement, limitent les contraintes, donc pas de fixation au sol, elles peuvent se rabattre complètement, sont gracieuses, c'est eux qui le disent, et s'accordent à la décoration voulue grâce à l'ensemble des coloris proposés. Tous ces points sont donc des atouts auxquels chacun doit penser, s'il souhaite y penser, et Modern Fold peut ainsi répondre aux besoins dans d'innombrables lieux aux fonctions très variées, comme notamment les églises, les écoles, les magasins, les clubs, les restaurants ou les bureaux. Et le plus important, tout cela est possible avec un coût moindre et une facilité de mise en œuvre déconcertante. Dans un autre registre, le PVC montre encore une fois son potentiel. Il est utilisé dans la fabrication de matériaux de revêtement et participe ainsi à l'amélioration du cadre de vie tout en conservant sa visée économique et pratique. La publicité Bufflon s'y présente est très révélatrice par les termes employés, notamment unanimité, revêtement mural qui s'impose en décoration, se pose très facilement, remarquablement résistant, inaltérable, très grande facilité d'entretien et surtout plus de 100 coloris. Nous pourrons noter ici l'importance des adverbes qui appuient encore plus les qualités du produit et qui font des revêtements Bufflon des composants incontournables. Les photographies du catalogue présentes maintenant, elles nous permettent de présenter quelques échantillons et exposent la diversité de décors possibles. Bufflon propose à la fois des revêtements lisses colorés, comme on voit sur la première photographie, mais aussi certains plus travaillés, soit dans leur relief, comme sur la deuxième image où vous avez en bas ici le cas dorique, soit dans la représentation imprimée, type toile de Juillet sur la dernière image, en reprenant l'imaginaire des références classiques. Bufflon, qui a été commercialisé en France dès 1949, n'est pas le seul dans la catégorie revêtement à avoir compris le potentiel des dalles ou les PVC. Les deux publicités NER nous montrent comment les entreprises ont basé leur production et gamme sur la volonté d'offrir une multitude de possibilités décoratives pour que chacun aménage comme il le souhaite son intérieur. Le do-it-yourself fait partie de l'identité des composants PVC. On peut l'acheter et le poser soi-même facilement. C'est un point qui permettra notamment à l'époque à 3 foyers américains sur 5 d'avoir accès à la modernisation des intérieurs. C'est également l'occasion pour les entreprises de participer à la conception d'ambiance par des jeux d'échantillons et de visuels qui utilisent à la fois des propositions nouvelles ou bien des pastiches de matériaux plus luxueux mais souvent inaccessibles. L'ingénieur Pierre Sabourin décrira d'ailleurs l'important essor des revêtements plastiques dans la revue Plastique Bâtiment de janvier-février 1965. Je cite, « Il n'est pas exagéré de parler à leur sujet de raz-de-marée, alors qu'ils représentaient en 1957 à peine le quart de la consommation des revêtements de sol, ils sont en passe de prendre la moitié du marché. » Fin de citation. Donc cela en 1965, soit moins de 10 ans après la sortie des revêtements de sol. Pour finir sur la création des ambiances et des décors, les publicités vont mettre en avant par des slogans caractéristiques, les caractéristiques nouvelles et formidables du plastique, mais vont aussi s'appuyer sur des réglementations techniques comme c'est le cas avec l'UPEC. De plus, un élément révélateur qui prouve la réussite du PVC dans le marché du second œuvre et de la décoration est que les produits vont trouver leur place dans des bâtiments emblématiques comme le Deutsche Opera Berlin pour Gerflex par exemple, ou l'aéroport d'Orly, et sur les couvertures des revues spécialisées notamment. On ne peut alors nier l'importance et l'engouement engendrés par la production et la commercialisation des revêtements PVC, utilisables dans une grande quantité de bâtiments aux fonctions très variées et fort d'une très grande diversité de produits. La matière plastique a donc connu un essor considérable au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Rapidement, différents matériaux sont apparus avec des qualités et caractéristiques spécifiques et ils ont su s'inviter, voire s'imposer, comme matière des composants du second œuvre dans la construction.
Ce sont principalement les caractères inaltérables, robustes et l'entretien nul qui ont intéressé les entreprises, mais l'évolution de la commercialisation réside surtout dans l'amélioration du cadre de vie rendu possible pour les usagers, tout en permettant une personnalisation et un décor original. Sans compter que la plupart des produits sont aussi faciles à installer, ce qui permet aux habitants d'embellir leur logement eux-mêmes et à moindre coût, en plus de l'économie déjà réalisée par l'achat des composants PVC. Néanmoins, aujourd'hui, ces éléments ont évolué et ont parfois disparu des intérieurs par effet de mode ou de dénigrement, notamment liés au contexte actuel, à cause de leur matière ou bien de la copie en série manufacturée. Comment alors penser la sauvegarde de cette mémoire? Et faut-il entretenir, en quelque sorte patrimonialiser, des composants et des produits qui sont ou ont été communs et largement distribués? Pour cela, je redonne la parole à Eric pour conclure. Oui, très brièvement, quand on pense effectivement en patrimoine et PVC en architecture, on pense tout de suite au cas des fenêtres en PVC, bien sûr, et les profilés qui les accompagnent. En gros, cette fenêtre, c'est la bête noire de l'ABF, de l'Architecture des Bâtiments de France, une bête noire trop blanche, finalement, trop lisse, trop rigide, et donc trop rectiligne également pour s'adapter au linteau cintré des vieilles fenêtres. Les profilés en PVC donc, racontent l'histoire d'une société en prise avec ses contradictions, finalement, où les services du patrimoine luttent courageusement contre les simplifications imposées par le matériau. Mais le PVC n'est jamais totalement rejeté. Il est au mieux esquivé. Dans les façades principales, les façades nobles, ces façades intègrent les menuiseries en bois. Par contre, les façades secondaires, sur cour, eh bien, le PVC est encore et toujours là. Certes, le PVC est un matériau crapuleux, pour reprendre l'adjectif de Gilles tout à l'heure dans son introduction. Le matériau crapuleux d'une société qui rompt avec l'histoire au nom d'une meilleure résistance, de principes d'installation simplifiés et d'un coût d'entretien quasiment nul. Mais il raconte tout de même l'histoire d'une société. L'architecture n'est pas qu'une question de proportion. C'est aussi une affaire de confort, de bien-être, de tuyauterie résistante et de volets roulants faciles à commander. Nous en avons tous fait l'expérience. Eh bien, les conditions de ce confort, de ce bien-être, ont aussi leur histoire. Une histoire qu'on ne doit pas éclipser et qui témoigne largement de l'évolution des pratiques industrielles dans le bâtiment dans la seconde moitié du XXe siècle. Nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup, Eric et Benjamin, pour cette présentation qui nous plongeait un petit peu dans une sorte d'archéologie de la modernité. Moi, qui à un certain âge, j'ai vu certaines publicités qui m'ont beaucoup ému parce qu'elles me rappellent une jeunesse enfuie. J'ai vu aussi certaines similarités esthétiques avec le film de Tati qu'on a vu tout à l'heure, et je me posais une question, enfin, on a vu 3 photos figées, une question effectivement sur les moyens de conservation. Excusez-moi, hein, pour les gens qui ne sont pas qui sont en visio, voilà, j'ai du mal à vous faire passer l'odeur. La question que je voulais vous poser, parce que là vous m'avez déstabilisé un petit peu, portait sur la moyen effectivement de conserver cette mémoire, parce que ce sont effectivement des choses qui ont été évidentes et tellement présentes à une époque. Par exemple, je pense à tous ces linos, ces genres d'objets. Les moyens de les conserver, si vous aviez effectivement des échantillons et les moyens effectivement peut-être de créer des matériothèques qui nous rappellent ces souvenirs ou ces matériaux qui ont été, ceux qui sont mais qui ne seront plus, etc., et qui sont quand même en même temps des éléments, des sortes de, comment dire, de témoins archéologiques ou de fossiles directeurs d'époques dans lesquelles on a traversé. J'ai posé la question, et c'est surtout très sympathique de parler de matériothèque, puisque c'est un de mes objectifs à l'école d'architecture de Lille. Oui, évidemment, tous les travaux qu'on mène avec les étudiants dans ce séminaire depuis maintenant 12 ans, on aimerait que ça aboutisse à la mise en place d'une matériothèque qui pourrait finalement poursuivre le travail de la médiathèque de l'architecture du patrimoine à Charenton, qui s'intéresse à une approche plus classique, traditionnelle de l'histoire de l'architecture, parce qu'effectivement, ces composants, pour l'architecte en tout cas, il faut les documenter. Souvent, il y a un manque de savoir qui fait que, par ignorance, on fait des erreurs, on fait des bêtises.
et une incapacité parfois à documenter précisément aussi ces matériaux. Alors, il faut retourner dans les publicités, il faut ramasser le plus de témoignages, d'informations possibles pour les ajouter finalement aux dossiers qui permettent de monter des labellisations ACR, architecture contemporaine remarquable, par exemple, qui concernent ce type de bâtiment des années 50-60. Donc oui, la connaissance est un premier pas, et la matériothèque pourrait y aider pour aller vers une politique éventuellement de préservation, restauration. C'est encore plus compliqué, évidemment, mais on compte sur vous. Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des questions dans le public? Alors, pour l'instant, je ne vois pas de. Je pense qu'une partie des gens en visio ont commencé à faire la cuisine. Mais je crois qu'il y avait une question dans la salle. Moi, j'aurais voulu vous demander, en fait, quelle est la place du PVC aujourd'hui dans l'architecture? Est-ce que c'est un matériau, comme vous l'avez indiqué, qui peut-être détruit l'âme de certaines architectures ou n'est plus contemporain? Ou est-ce que, par contre, il trouve un nouveau souffle et vous trouvez de nouvelles applications du PVC? Alors, j'ai évoqué dans la conclusion, et Benjamin avait commencé aussi à parler de ça, la dimension patrimoniale et comment le PVC peut venir contrarier des politiques de préservation de monuments historiques anciens. Ça, c'est un fait, malheureusement. Dans l'architecture contemporaine, évidemment, le PVC ne disparaît pas, bien au contraire, il est très présent. Il est très présent et l'architecte travaille avec toutes les déclinaisons des nouveaux matériaux et c'est bien, c'est très bien. Maintenant, il faut effectivement que dans les écoles d'architecture, on ait aussi cette connaissance, c'est-à-dire être capable de faire des choix construits avec discernement pour convoquer et prescrire les bons matériaux, les bons composants pour les bons usages, sans courir de risques et en assurant aussi la pérennité des édifices. Alors, la pérennité d'une fenêtre, je crois tout à l'heure, on parlait de la question de la durée de certains produits, dans le monde des musées notamment. En architecture, une fenêtre en PVC, c'est combien d'années? Alors, on a coutume de dire c'est plutôt dans les 30 ans, à peu près. Bon, il faut le savoir, c'est-à-dire toutes les qualités des fermetures en PVC pour les gens qui l'utilisent aujourd'hui, eh bien, ne font pas de ce produit un produit indestructible. Effectivement, il faut aussi l'intégrer dans une politique d'entretien. Si effectivement il apparaît dans des projets contemporains, il doit être pensé aussi sous cet angle-là. Alors, avons-nous d'autres questions, d'autres remarques? Ah, Nathalie Balcard. Oui, moi j'ai une question qui rejoint en fait celle de Gilles sur l'histoire des matériothèques. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque on a conscience qu'il est compliqué de retrouver des échantillons des anciens matériaux, mais matériaux qui existent toujours dans certaines constructions, est-ce qu'aujourd'hui vous commencez à collectionner les matériaux avec toutes les informations éventuellement techniques, les publicités, et quel niveau d'information justement vous obtenez de la part des fournisseurs? Est-ce qu'elles sont très précises ou est-ce qu'elles sont vastes? Alors, c'est un travail d'historien patient, effectivement, parce que, comme disait Georges-Henri Rivière, c'est un travail d'enquête-collecte. On doit aller sur place, retrouver effectivement des traces, des restes. On doit les documenter. On doit consulter aussi les archives des entreprises quand elles sont encore conservées. Et puis, quand elles n'existent plus, eh bien, il faut recouper les informations. C'est le travail de l'historien, effectivement, d'informer. Ces éléments doivent être aussi perçus comme des documents. Et des bâtiments qui intègrent ces traces deviennent par nature des conservatoires du second œuvre, finalement, puisque nous travaillons quasiment exclusivement sur le second œuvre. Mais vous collectez? Oui, on collecte régulièrement. Dès qu'il y a un mémoire qui est fait, tous les ans, on a à peu près 12 à 15 mémoires qui sont réalisés. On encourage les étudiants à associer à leur rendu, à leur recherche,
un morceau, une partie d'un composant qu'on collecte et qu'on rassemble dans notre matériel entre guillemets qui se met en place doucement. Mais actuellement, on prépare une exposition qui intégrera une dizaine de composants. Il y aura deux produits, il y aura du PVC, puisqu'on aura un catalogue Bufflon qui sera présenté. Je précise que Sylvie et Gilles ont pu manipuler ce catalogue. Ils le trouvaient absolument fabuleux, dans un état de conservation parfait. Donc, ça montre aussi la résistance de certains composants. Mais donc, cette exposition va bientôt être mise en place à partir du mois de février. Alors, on termine peut-être par une question qui vient sur le forum de discussion. Alors, je serais peut-être plus nuancé justement que la personne qui pose la question. De votre point de vue d'architecte, comment expliquez-vous que le PVC soit passé de mode aussi rapidement au point d'être presque caché aujourd'hui après avoir conquis une grande partie des intérieurs dans les années 60-70? Je n'ai pas l'impression qu'il est si disparu que ça, notre ami PVC. Oui, alors, Benjamin nous a montré dans ces images qu'effectivement, en tant qu'élément de décor, il était très présent au niveau des revêtements de sol et revêtements muraux par induction, pardon. Aujourd'hui, il existe encore, il est encore très présent, même si tout ce que j'ai évoqué en introduction, c'est-à-dire la tuyauterie, l'électricité, tout ça, par définition caché, masqué, mais ces éléments qui sont quand même essentiels au bien-être des habitants persistent toujours et sont là. Et sans le PVC, on n'aurait pas effectivement la capacité à évacuer les eaux usées ou à construire des réseaux d'électricité.